Bonjour, les machines parlantes vont bouleverser nos vies. Mais si on parle de machines parlantes, de quoi parle-t-on au juste? Il y en a quelques-unes qui existent déjà, le cylindre connecté, Alexa, de simples outils pour des tâches simples, voilà, modifier les volets automatiques si on en a, donner la météo, fournir de la musique, des informations. Plus perfectionner les assistants conversationnels. Qui n'a pas eu envie de jouer avec eux? Il y a aussi déjà des influenceurs et des influenceuses virtuelles qui ont un visage qui apparaît sur un écran. Ils seront de plus en plus personnalisés, on les appelle des compagnons digitaux. Et puis bien sûr, on parle déjà de la voiture parlante, et puis bien sûr, tous les robots seront appelés à utiliser la voix. Mais qu'est-ce qui change au juste avec la voix? Énormément de choses. La voix permet d'associer des pouvoirs qui lui sont propres, hein, des pouvoirs d'influence liés au fait que quand on entend une voix, on imagine qu'il y a quelqu'un, mais aussi une qualité d'interaction. Alors ces pouvoirs de la voix aujourd'hui, ils sont considérables avec les voix de synthèse, hein, puisque une voix aujourd'hui fabriquée par une machine peut avoir toutes les caractéristiques d'une voix humaine. Elle peut être liée à un âge, à un genre, à des émotions, elle peut être suggestive, elle peut être persuasive. Tout le monde se souvient de la voix de Scarlett Johansson dans le film Her. Et puis, cette voix, elle a aussi la possibilité de suggérer des interactions. Parce que, comme ça a été montré dès les années 1966, lorsqu'on interagit avec une machine qui nous parle, que ce soit par la voix ou en 1966 à travers un clavier, eh bien on est extrêmement sensible à ce qu'elle nous dit. Et c'est l'expérience initiale de Joseph Weizenbaum qui avait créé cette machine que vous voyez là. Et cette machine, il l'avait programmée pour fonctionner comme ce qu'il appelait un thérapeute rogérien. Un thérapeute rogérien aux États-Unis dans les années 1960, c'était un thérapeute qui refusait absolument tout ce qui pouvait paraître intrusif à un patient. Si un patient disait « j'ai mal dormi », il n'était pas question que le thérapeute lui dise « est-ce que vous avez des problèmes à votre travail ou dans votre couple ?» Non, jamais, disait Rogers. Donc, il fallait que le thérapeute simplement renvoie ce que disait le patient, par exemple « ah bon, vous avez mal dormi ?» ou bien savez-vous pourquoi vous avez mal dormi ?» Et Joseph Weizenbaum programme sa machine pour qu'elle fonctionne de cette façon-là, et il s'aperçoit que certaines personnes, même qui ont programmé la machine avec lui, vont passer beaucoup de temps avec elle. Alors il leur demande pourquoi. Et, étonnement, ces gens lui répondent, mais on a l'impression qu'elle va nous dire quelque chose d'important. Et Joseph Weizenbaum résume cette intuition, hein, cette attente des usagers de sa machine par cette phrase qu'il faudrait à mon avis faire figurer à tous les frontons des laboratoires de recherche. Je n'aurais jamais cru qu'un système aussi simple puisse provoquer de tels délires chez des gens normaux. Eh bien avec les machines parlantes, il faut peut-être s'attendre en effet à des délires chez des gens normaux. Alors comment expliquer la tendance à prêter des intentions à une machine aussitôt qu'elle nous parle? Il y a quelqu'un qui a fait faire un bond considérable, à mon avis, à la recherche dans ce domaine, c'est Daniel Kahneman. Daniel Kahneman analyse que nous avons deux systèmes de raisonnement par rapport au monde. Un premier système qui est rapide, intuitif, hein, nous nous guidons dans nos relations au monde sur ce qui fonctionne avec les humains. Donc, on voit un objet dont on ne connaît rien, une créature dont on ne connaît rien, ben on commence par lui parler, on ne sait jamais, des fois où elle parlerait, voilà. On essaye peut-être de la toucher pour voir si elle a une sensibilité. Donc l'être humain agit avec l'ensemble de son environnement, a toujours agi avec l'ensemble de son environnement, comme avec ses semblables, c'est le système 1, et en général, ce système rapide, intuitif, donne d'assez bons résultats. C'est ce qui fait par exemple que lorsque notre ordinateur peut tomber en panne, eh bien, nous pouvons nous énerver en disant « ah ben non, tu ne vas pas me faire ça quand même aujourd'hui », nous interagissons avec notre ordinateur comme avec un humain. Mais nous avons aussi un système 2 réflexif, hein, qui nous permet de prendre du recul par rapport à la situation, puis dans notre relation aux machines, ce système nous permet de nous souvenir que seuls les êtres vivants sont dotés de buts qu'ils poursuivent selon une logique qui leur est propre. Ça veut dire que je peux m'énerver contre mon ordinateur le lundi s'il tombe en panne, mais le mardi, lorsqu'il est réparé, je ne vais pas lui dire « écoute, excuse-moi, je me suis un peu emballé », voilà. Bon. Donc, du coup, on a avec nos machines des comportements comme avec des humains, mais aussi on est capable de prendre du recul. On a un système 1, on a un système 2. Et bien justement, avec les machines parlantes, ce système 1 va être surstimulé. Ces machines vont d'abord nous proposer
de nous aider à les faire évoluer. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je peux t'aider mieux? Voilà. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Est-ce que tu as une question aujourd'hui? Donc ces machines vont nous inviter à nous occuper d'elles pour qu'elles s'occupent de nous et on voit bien là qu'on est dans un modèle qui est celui de l'éducation. On éduque nos enfants et puis avec l'idée que ben, si ce n'est pas eux, ça sera des garçons et des filles de leur âge quand on sera vieux qui s'occuperont de nous parce que quelqu'un leur aura appris à s'occuper de nous. Donc il va y avoir une illusion de réciprocité. Et cette illusion de réciprocité fait que ces machines parlantes vont avoir un grand pouvoir d'influence. Il y a déjà un mot qu'il désigne, nudge, voilà. Nudge, ça veut dire donner un petit coup de pouce, voilà, un petit coup de coude, nous faire évoluer. Et il faut bien comprendre que le nudge, pour reprendre la distinction de Daniel Kahneman, parle au système 1, au cerveau automatique. Or, ce cerveau automatique, ce système 1, il est extrêmement sensible aux biais cognitifs. Nous pouvons faire énormément d'erreurs, mais la première d'entre elles étant évidemment de penser que ces machines pourraient avoir une subjectivité parce qu'elles simulent une subjectivité. Alors, quel rôle allons-nous donner à ces machines parlantes? Plusieurs rôles possibles. Premier, bien sûr, tous ceux qui jouent avec leur assistant conversationnel le savent, un rôle de camarade de jeu. Bon, en même temps, il faut savoir que ces camarades de jeu vont être construits sur le modèle de nous-mêmes. C'est le modèle qui fonctionne dans les sites de rencontres en ligne, c'est-à-dire que les sites de rencontres en ligne tentent de rapprocher les gens qui se ressemblent avec l'idée que je m'entendrai encore mieux avec quelqu'un qui me ressemble, qui partage mes goûts, mes centres d'intérêt, voilà. Eh bien, évidemment, ce camarade de jeu fabriqué par l'intelligence artificielle et pour animer les assistants conversationnels, ce camarade de jeu va être fabriqué sur le modèle de ma propre personnalité, de mes propres choix, de mes propres centres d'intérêt. Et avec non seulement un risque de capture des données permanente, puisque cette machine m'encouragera à faire des confidences, mais aussi le risque, bien sûr, d'avoir des œillères, c'est en d'autres termes ce qu'on décrit aujourd'hui pour les réseaux sociaux, le risque de capture des données personnelles et de donner des œillères aux usagers, ça risque d'être considérablement augmenté avec les machines parlantes. Ces machines pourront même fonctionner comme un ange gardien, nous donner des conseils de consommation, des conseils de vie. Il a été montré que, notamment dans le domaine des conseils alimentaires et des conseils d'exercice physique, ces machines ont un sérieux pouvoir sur nos vies. D'autant plus que si elles sont capables de nous renvoyer par exemple notre rythme cardiaque, notre rythme respiratoire, notre tension artérielle, ça augmente leur pouvoir sur nous parce qu'on a l'impression que non seulement elles connaissent ce qu'on leur dit de nous, mais elles en connaissent même un peu plus. Alors troisième fonction possible, un thérapeute, il y en a déjà un Weebot, chatbot de Amazon, coach en santé mentale. Alors un coach en santé mentale disponible à tout moment, mais on retombe toujours sur les mêmes problèmes, un risque de nous enfermer dans quelque chose de toujours répétitif. Et puis, utilisation même de ces machines parlantes pour faire exister un disparu, et on sait déjà que les disparus peuvent continuer à vivre sur Facebook. Il y a même une législation qui permet à des gens qui meurent de donner le droit d'utiliser leurs données sur Facebook et de continuer à interagir à leur place comme s'ils étaient toujours vivants, mais même la possibilité qu'un robot soit programmé pour dire à la famille ce qu'elle a envie d'entendre, ce qui est censé favoriser le deuil. Alors, on ne sait pas évidemment qu'est-ce qu'il en résultera, on sait en tout cas d'ores et déjà que lorsqu'un mort continue à vivre, si on peut dire, sur Facebook, le deuil est rendu plus facile au début, mais plus compliqué dans le long terme. Alors on arrive à cette idée que ces machines finalement ne vont plus nous laisser jamais seuls, mais elles vont aussi profondément nous transformer. Alors comment elles vont nous transformer? De quatre façons. D'abord le statut des émotions. Vous savez qu'une émotion, ça peut être quelque chose qu'on partage ou quelque chose qu'on éprouve tout seul. À partir du moment où nous aurons des machines parlantes avec lesquelles nous pourrons à tout moment partager un grand nombre de choses, il est tout à fait possible que progressivement, sans même que nous nous en rendions compte, nous ne donnions plus aux choses que nous ne pouvons pas partager un statut d'émotion. L'émotion non partagée serait appelée à s'éteindre, nous ne l'éprouverions quasiment plus, nous ne pourrions éprouver nos émotions que si nous pouvons les manifester, que si nous pouvons
parler avec des intonations, avec des mimiques, évidemment, que la machine parlante ne verra peut-être pas, mais qui nous sont indispensables quand on éprouve nos émotions, quand on les manifeste. Et donc peut-être que le statut des émotions pourra en être changé. Aujourd'hui, elles ont encore une fois un statut mixte. Il est possible que le curseur se déplace du côté de l'émotion qui n'existerait que partagée. Les gens continueront à éprouver des émotions peut-être solitaires, mais en tout cas, le curseur pourrait bien se déplacer. Le statut de la personne, il y aura évidemment des objets qui nous rendront plus ou moins de service, auxquels nous serons tentés peut-être de donner plus ou moins un surnom, un petit nom d'usage. Il y en a que nous customiserons, il y en a auxquels nous nous attacherons plus qu'à d'autres, et peut-être nous serons amenés à leur donner des degrés, alors de quelque chose que je refuse absolument d'appeler personnalité, pour réserver le mot personnalité aux êtres humains, que j'appelle le degré de personnalité. Le statut de l'intimité, bien sûr, lorsque nous serons amenés à parler sans cesse à des machines, que deviendra l'idée de notre intimité? Comment nous construirons-nous la représentation de notre intimité? C'est une question extrêmement importante. La conquête de l'intimité est une conquête récente, avoir un espace à soi. C'est une conquête récente, c'est un concept récent. On ne sait pas très bien comment les choses évolueront avec des machines auxquelles nous nous ouvrirons en permanence de notre vie intime. Et que deviendra également l'extimité, puisque l'extimité, c'est ce mot que j'ai proposé pour désigner le mouvement qui nous pousse à nous raconter nous-mêmes. Que deviendra l'extimité lorsque nous serons amenés à nous raconter nous-mêmes à tout moment à une machine, puisque beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils éprouvent des choses, quand ils pensent à des choses, ils se le formulent à voix basse, on voit des gens parler tout seuls. Quand on trouve un interlocuteur, c'est encore mieux. On n'en trouve pas toujours un. Eh bien, la machine parlante en sera toujours un. Et puis le statut de l'autorégulation, j'ai parlé des nudges tout à l'heure. Voilà, c'est que ces machines nous sont vendues souvent avec l'idée de pouvoir mieux nous réguler, mieux réguler nos consommations alimentaires, nos activités sportives, voire même nos activités sexuelles. Eh bien, en même temps, ces machines, évidemment, auront un très fort pouvoir de dérégulation, encore plus grand encore que les réseaux sociaux n'ont actuellement, ou que les jeux vidéo n'ont actuellement, c'est-à-dire pouvoir de nous influencer à notre insu, par des petits coups de pouce, et peut-être nous faire des choix auxquels nous n'aurions pas pensé, qui seront jugés utiles à ceux qui fabriquent ces machines, mais dont nous ne connaîtrons finalement jamais très bien les intentions. Alors tout ça évidemment oblige à construire une nouvelle éthique, deux principes généraux, toujours savoir qu'on a affaire à une machine ou bien à un humain. Vous savez, aujourd'hui, on peut téléphoner à sa banque et on peut avoir affaire à quelqu'un de charmant qui peut même faire allusion au match de foot ou de rugby qui a eu lieu dans les semaines précédentes et dans laquelle la ville à laquelle on appartient a gagné ou a perdu. Eh bien, cette personne très sympathique et très bien informée de la vie de ma municipalité peut très bien être un robot. Et nous ne le savons pas. Donc, il me semble qu'il est très important que les machines qui nous répondent d'ores et déjà nous disent qu'elles sont des machines et nous proposent d'avoir affaire à un humain. Si nous le préférons, il y aura sans doute une petite attente, alors que la machine peut répondre très vite à un très grand nombre d'interlocuteurs. Mais je pense que c'est essentiel que nous le sachions parce que lorsque ces voix ne vont plus sortir seulement d'un téléphone, mais lorsqu'elles vont sortir d'un robot Android, d'un robot qui a une apparence humaine, ça sera encore plus important évidemment que nous sachions à tout moment si ces machines sont des humains ou n'en sont pas. Et puis que les robots et les machines parlantes remplacent les humains dans des tâches dans lesquelles il n'y a pas d'autre attente, et notamment il a été montré que lorsque une enceinte connectée rappelle à des patients âgés et parfois déments l'horaire de leurs médicaments, cette intervention de l'enceinte connectée est très très mal vécue, elle provoque une bouffée d'angoisse parce que bien évidemment les personnes âgées n'attendent pas seulement qu'on leur rappelle leurs médicaments à heure régulière, elles attendent la possibilité d'une relation dans ces moments-là. Donc, trouver les meilleures utilisations possibles de ces machines, et évidemment, c'est un travail qui doit être mené. En 2013, j'ai donné une charte éthique à l'Institut pour l'étude des relations homme-robot que j'ai fondé, et vous voyez qu'on retrouve des principes de base inscrits au fronton de tous les établissements publics en France, liberté, égalité, fraternité, mais également une intelligibilité des algorithmes et l'autonomie du patient.
Quelques mots sur l'éthique de ces machines parlantes, telles qu'il me semblerait important qu'elles soient respectées. Toujours une mise en route clairement signalée. Aujourd'hui, un petit signal sonore, un petit signal visuel, c'est très insuffisant. Un droit de rectification des données, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les enfants vont les prendre pour confidents. Et ça serait quand même important que les acheteurs, les parents, puissent décider de ce qu'ils transmettent au serveur central ou pas. Interdire d'imiter la voix d'un vivant ou d'un disparu sans son accord et ne pas confier une enceinte connectée à un enfant avant qu'il soit en âge de comprendre en quoi consiste la capture des données personnelles. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fameuses balises 3, 6, 9, 12 que j'ai proposées pour réguler la consommation d'écran en famille, 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, il faudra bien un jour les appliquer pour les enceintes connectées, pour les machines parlantes, pour les robots conversationnels. Pas d'outils numériques avant 3 ans, évidemment. Pas d'enceinte connectée avant 6 ans. L'enfant va traiter, avant cet âge-là, les messages de son enceinte connectée exactement comme les messages des parents. Pour lui, il n'y aura pas de différence. Pas de robots conversationnels avant 9 ans, de préférence, parce que, encore une fois, ces machines vont fabriquer un double numérique de votre enfant et amener votre enfant à tourner en rond. En revanche, les robots jouets, les robots à programmer, qui n'ont pas ce côté conversationnel ou compagnon, sont évidemment formidables pour apprendre aux enfants non seulement des rudiments de programmation, mais aussi à considérer les machines comme des machines. Et puis les robots de compagnie, ces fameux visages qui ajouteront une présence, une illusion de subjectivité par leur visage à leur voix, évidemment, risquent aussi d'être dangereux pour les jeunes enfants, les détournant d'une vie sociale. Peut-être on pourrait être amené à regretter des réseaux sur lesquels votre enfant interagit avec des camarades s'il était amené à interagir avec une machine qui ne ferait que lui renvoyer en miroir ce qu'il est lui-même. Et puis construire une nouvelle psychologie, que j'ai appelée la cyberpsychologie, voilà, et donc étudier la façon dont les machines transforment l'homme, les nouvelles pratiques cliniques, parce qu'aussi ces machines peuvent être intégrées dans des protocoles thérapeutiques, et les nouvelles formes de contrôle social qui en résulteront, puisque aujourd'hui, les formes de contrôle social n'ont plus rien à voir avec celles qu'il y avait à voir dans les années 30, 40 ou même 70. Merci beaucoup de votre attention. Vous trouverez plus de renseignements dans ces quelques ouvrages que j'ai pu écrire sur cette question. Le dernier étant, comme vous voyez, un manuel de cyberpsychologie pour comprendre et soigner l'homme connecté. Et les machines parlantes feront évidemment de plus en plus partie de notre environnement d'hommes connectés. Merci de votre attention.